L'univers des traducteurs, un monde méconnu et pourtant sans eux notre vision de la littérature serait limitée. Glissons-nous dans leur lecture, leur interprétation et découvrons un métier minutieux, précis. La Foire du Livre ouvre ses portes la semaine prochaine et a pour thème cette année les imaginaires en Europe. De quoi nous donner envie de lire des livres de langues différentes. Les langues, une richesse, mais aussi une barrière que nous franchissons le plus souvent sans nous en rendre compte grâce au traducteur. Le traducteur, premier lecteur d'un livre étranger qu'il décortique mot à mot. Je ne me souviens pas de mon enfance, de rien, sauf de ceci. Je suis seule dans un petit lit, je me suis mise à l'envers, ma tête cogne au fond du lit, au fond des draps, j'étouffe, je ne sais plus où est la sortie, je crie, j'étouffe, je vais mourir, je crie. I don't have any memory of my childhood, any memory at all, except this. I'm alone in a little bed, lying the wrong way up, my head knocking against the bottom of the bed, deep beneath the sheets. And I'm choking because I can't find a way out. And I cry for help. I'm choking. I'm going to die. I cry for help. Eh bien, c'est pas la même chose, mais en même temps, c'est la même énergie. Je sais pas comment dire. C'est comme... on lance quelque chose quand on est écrivain et l'énergie se poursuit et est accaparée par d'autres, par des lecteurs, mais aussi par les traducteurs. Alors, il y a des bons lecteurs, il y a des bons traducteurs, il y a des mauvais lecteurs, il y a des mauvais traducteurs. Et on n'est pas toujours maître de ça. Mais quand on peut communiquer avec son traducteur ou communiquer avec un lecteur exceptionnel, ça c'est la meilleure, la plus belle récompense pour un auteur. En bas, dans le grand salon, il y a une réception, des tintements de verre, des bruits de conversation. Personne ne m'entend. Mais dans le couloir, la servante passe. Elle entend un bruit ténu, un gémissement de chaton. Elle entre, elle voit la bosse au fond du lit. Elle tire les couvertures vivement, comme un rideau de Seine. Je suis sauvée. Downstairs, in the big drawing room, there's a reception. Noises of conversation. The tinkling of glasses. Nobody can hear me. But in the corridor, the maid passes. She hears a faint sound, like the whimpering of a kitten. Comes in, sees the hump in the bed, and throws back the covers, like the curtain in a theatre. I'm saved. Mais cette traduction-ci, j'ai eu l'impression de retrouver mon texte dans l'énergie qui me l'avait fait écrire. Et c'est très émouvant. Parce qu'on oublie un peu son texte. Il y a des couches qui s'ajoutent, une espèce d'endurcissement du cœur par rapport à un texte passé. Et moi, quand j'ai retrouvé ce texte en anglais, j'étais émue comme au moment où je l'avais écrit. And throws back the covers, like the curtain in a theatre. I'm saved. Nous sommes des créateurs contraints, nous sommes des créateurs muselés. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous laisser aller dans la créativité, nous devons au contraire entrer en profondeur dans le processus créatif de l'auteur, le retrouver et recréer dans notre langue ce qu'il a voulu faire. J'ai un auteur fétiche qui est Ilse Aichinger, que je traduis depuis des années, à petite dose, que je rencontre régulièrement, en qui je vis. Et quand on dit il faut devenir l'auteur, eh bien ça je peux le dire d'elle, oui. D'ailleurs à certains moments dans ma vie, j'ai dû cesser de la traduire parce que son vécu devenait trop proche du mien, ça devenait impossible. Je pense qu'il y a une identification totale. Évidemment, en bout de course, à la fin de la traduction, il faut se réveiller et se rendre compte qu'on n'est pas l'auteur du texte qu'on vient d'écrire. Voilà, mais en ce qui me concerne, pendant le processus de traduction, je suis l'auteur, je suis les personnages, et ça me paraît vraiment indispensable. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur treffen mein Herz mit einem Schmerz dumpf und bang. Personnellement, je tends vers la perfection. C'est-à-dire que les traducteurs sont sur le fil du rasoir entre le respect de l'auteur
auquel je pense personnellement en premier est le respect du lecteur par l'intermédiaire de l'éditeur. Et donc, j'essaie au maximum de ne pas trahir l'auteur. Donc, je tique un peu quand j'entends traducteur et traditeur. Le traducteur est forcément un traître, mais ce n'est pas de sa faute. Il est forcément un traître puisque la langue d'accueil n'a pas les outils nécessaires pour rendre le matériau de départ. Comment voulez-vous, je vais employer cette image qui m'est très chère, imaginez qu'on demande à un sculpteur de recréer dans du bois une Madone qui a été taillée dans le marbre. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Rien que cette première strophe fait comprendre que toute la mélancolie passe par les sons. Long, haut, on. Alors, le traducteur allemand, qui est Stefan Georg, non des moindres, a très bien compris qu'il devait oublier les violons, les sanglots, l'automne. Non, il a gardé le mot automne qui n'est pas très beau, mais il l'a noyé dans un contexte dans lequel il passe. Il a plutôt donné donc la priorité au son qui, en allemand, évoque également la mélancolie. Et il a dit, Seufzer gleiten die Seiten des Seps entlang, treffen mein Herz mit einem Schmerz dumpf und bang. Donc là, il a choisi les sons qui, en allemand, créent un même effet. Tandis que les Espagnols, eux, ont choisi des sons tout à fait différents, qui paradoxalement évoquent, paraît-il, chez eux une certaine mélancolie, une certaine tristesse, qui sont les sons I. Et ça devient El planir sin fin del violín otoñal hiere el corazón de una prostración monodial. Voilà, vous voyez, bon, l'espagnol a pu garder le mot violine, qui était poétique, tandis que l'allemand a renoncé au violon pour parler des cordes, Saiten. Donc, je crois que tous ces traducteurs ont très bien fait d'oublier les mots et de privilégier les sons, et la musique, et le rythme, et les assonances, et les allitérations.